Bonsoir chers auditeurs qui nous écoutez en direct, bonne nuit à ceux qui nous écouteront à partir de 3h30 du matin pour cette deuxième partie d'émission. Ah oui, 3h. Non, 2h c'est la première partie Marie-Françoise. Oui. Et bonjour à ceux qui nous écouteront demain matin à partir donc de 9h. Nous allons parler du socialisme et des socialistes. Le sujet exact c'est les socialistes peuvent-ils changer ? Alors l'occasion c'est évidemment la déclaration de principe adoptée par le Parti socialiste, qui pour l'instant n'est qu'un projet, qui a été adopté par les instances dirigeantes, mais qui doit être ratifié par le Congrès. Et notre sujet n'est pas, je tiens à le préciser, chers auditeurs, de dire du mal des socialistes. Nous en disons assez souvent à cette antenne, puisque je vous rappelle que notre radio est une radio de toutes les droites et de tous les talents. Pour l'instant, pour cette émission, notre propos sera d'essayer de comprendre. C'est déjà bien de comprendre. Hein. Et j'ai, dans cette perspective, invité d'abord Francis Cousin, docteur en philosophie et gérant du cabinet de philo-analyse Francis Cousin. Bonsoir Francis. Bonsoir à vous et bonsoir aux auditeurs. Rebonsoir plus exactement. J'ai invité également, toujours par ordre alphabétique, Emmanuel Ratier, journaliste, directeur de Faits et Documents. Bonsoir. Qui est presque arrivé à l'heure. C'est-à-dire qu'il est arrivé en retard en fait. Et... j'attendais dans le studio derrière. Ah ben voilà. Et Nicolas Tandler, journaliste. Et puis, attention, je le dis en anglais, j'ai le droit parce que la première partie est consacrée à la défense de la langue française, donc je vais faire immédiatement une faute. Last but not least, le dernier mais non le moindre, Frédéric Scanvic, militant socialiste. Ancien secrétaire général administratif du Parti socialiste. Donc, chers amis auditeurs, nous n'allons pas polémiquer, nous sommes là pour essayer de comprendre. Et donc, j'ai pensé que pour comprendre ce qui se passait au Parti socialiste, le mieux, c'était quand même d'avoir un vrai socialiste parmi nous. Le rouge de service. Le rouge de service, voilà, le rouge de service. Enfin, le rouge, le rose maintenant, hein, le rose clair, de plus en plus clair d'ailleurs. Hein. Les faux rouges. La problématique que je voudrais poser consiste à savoir si cette nouvelle déclaration de principe, c'est le Bad Godesberg des socialistes français, c'est-à-dire est-ce que les socialistes français vont abjurer définitivement le marxisme, ou bien non, ou bien est-ce que ça s'était déjà fait avant. Alors, j'ai envie que nous ayons un plan un peu historique, c'est-à-dire qu'avant de parler de l'actualité de cette déclaration de principe, nous plongions dans l'histoire du socialisme et du marxisme. Alors, au commencement était peut-être Rousseau, était peut-être Proudhon, mais je dirais simplement, au principe était Marx. Et Karl Marx, je vous le rappelle, chers auditeurs, ce n'est pas lui qui a inventé la lutte des classes, ou qui a inventé la théorie de la lutte des classes. Il le reconnaissait lui-même, et d'ailleurs, le grand théoricien libéral Vilfredo Pareto disait « Mais non, la lutte des classes existe. » Je ne veux pas dire qu'il avait raison. Mais en revanche, le propre du marxisme, c'était la théorie de la dictature du prolétariat. C'est-à-dire que le parti socialiste ou communiste, le parti marxiste, devenu ensuite parti marxiste-léniniste pour une fraction des socialistes, devait prendre le pouvoir, et le but était la perspective révolutionnaire utopique de la suppression de la propriété privée, ou tout au moins de la propriété privée des moyens de production. J'ajoute, mais je laisse pour l'instant là ce problème, que j'ai soutenu la théorie dans un livre du Club de l'Horloge, que les socialistes étaient au moins aussi adversaires de la famille que de la propriété. Et que cela se voyait moins parce que c'était moins payant sur le plan électoral. Bien, alors, plongeons donc dans le passé. Et peut-être faut-il commencer par ce qu'on a appelé, vers les années 1900, le révisionnisme. Alors, ça n'a rien à voir avec le révisionnisme historique de la Seconde Guerre mondiale. C'était la théorie de certains idéologues marxistes autrichiens comme Bernstein qui voulaient réviser le marxiste et qui disaient qu'il fallait... non pas renoncer à la perspective révolutionnaire, mais remplacer la révolution par une évolution. Est-ce que je résume bien la perspective ? Alors, Nicolas Tandler, vous êtes ancien responsable de Est-Ouest, qui était une revue et puis un institut, l'Institut d'Histoire sociale. Est-ce que vous pourriez, en parlant à 2 cm du micro, et non pas à 5 cm, nous expliquer ce que c'était que Bernstein, qui était Bernstein, et ce que c'était que le révisionnisme marxiste de Bernstein ? Edward Bernstein. Il a connu Marx et Engels de leur vivant, donc il a été à la source même des maîtres.
Et c'était simple. D'ailleurs, il ne contredisait en rien Karl Marx, qui dans le manifeste communiste rendait un hommage vibrant à la bourgeoisie, qui avait fait de plus grandes merveilles que les pyramides d'Égypte ou les cathédrales du Moyen-Âge, et qui, à ses yeux, devait aller jusqu'à son terme. Et une fois le terme atteint, il y avait deux branches. C'est-à-dire que le capitalisme, en quelque sorte, la bourgeoisie mourait de ses propres contradictions, en tuant, par exemple, la concurrence par les monopoles, et à ce moment-là, spontanément, sans guerre civile, sans révolution, sans coup d'État, sans blanquisme, comme on a dit par la suite, on arrivait à la société idéale. Ou bien les bourgeois, les capitalistes s'attardaient abusivement, ils n'avaient pas compris qu'ils étaient morts, alors fallait sérieusement les secouer et les abattre. Voilà. Et donc là, révolution, guerre civile, barricade, coup d'État. Voilà. Alors nous ne sommes pas tout à fait éloignés de l'actualité parce que je vous signale, chers amis, que ça ne vous a pas échappé, que les maoïstes viennent de prendre le pouvoir quelque part. Au Népal. Au Népal. Le parti maoïste vient de prendre le pouvoir et j'ai lu dans la presse que ce parti maoïste népalais, qui s'appelle l'Union marxiste-léniniste, quelque chose comme ça, qui donc se réclame explicitement de Mao, donc de Staline, de Lénine et de tous les autres, et de Marx et de Engels, considérait que les capitalistes n'avaient pas de raison d'être inquiets, puisque ils voulaient d'abord respecter le passage historique, l'étape historique du passage au capitalisme dont le Népal avait d'abord besoin. Qu'est-ce que vous pensez, Frédéric Scanvic, vous qui êtes militant socialiste aujourd'hui, de cette référence népalaise? Est-ce que ça vous paraît tout à fait complètement hors de votre horizon politique français? Le maoïsme, il a toujours été hors de mon horizon politique et je crois qu'il est depuis assez longtemps hors de l'horizon politique des socialistes français. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Non, je disais que le maoïsme est parfaitement hors de mon horizon politique, comme il est hors de l'horizon de la quasi-totalité des socialistes français à ma connaissance. Oui, mais la problématique consistant à dire que le capitalisme va nous faire passer spontanément au socialisme, est-ce que finalement, ça n'est pas sans rapport avec la problématique actuelle des socialistes français? Tout dépend dans quelles conditions on y passe et comment on y passe. Je veux dire que on est en train de passer vous avez commencé votre intervention en parlant de la fin du 19e siècle, disons, et maintenant on est à la problématique maoïste népalaise sur l'avenir du socialisme. Je ne crois pas que les termes aient exactement le même sens en 1893 et aujourd'hui. Je ne crois pas non plus d'ailleurs qu'on puisse mettre dans le même sac, comme vous l'avez fait un peu rapidement, s'agissant des socialistes français, puisque c'est pour ça que vous m'avez invité, Marx, Lénine, Engels. Moi, mon maître en socialisme, c'est entre guillemets le fondateur du parti auquel je suis adhérent. Il s'appelle Léon Blum et en 1920, il a dit des choses extrêmement claires sur cette question. Et il confondait certainement pas Lénine, Karl Marx et Mao Tse-tung. Rappelez-nous ce qu'a dit Léon Blum en 1920. En 1920, il dit vous êtes en train de vous faire manipuler. Il parle à la majorité du parti qui va devenir le Parti communiste, la SFIO restant maintenue. Il dit vous êtes en train de vous faire manipuler par une organisation qui est contraire à tous nos principes, à tous les principes que nous avons défendus depuis les origines du Parti socialiste, depuis sa fondation en 1905. Pourquoi est-ce qu'elle est contraire à tous nos principes? Elle est contraire parce qu'elle se fonde sur l'action clandestine et que tout en étant révolutionnaire, parce qu'il disait qu'il l'était, l'action clandestine n'était pas dans la conception du Parti socialiste pour une raison simple. Il dit action clandestine, ça suppose qu'il y ait quelque part quelqu'un qui dirige l'action clandestine, qu'il n'y a pas de contrôle démocratique des masses et que tout ça s'oppose fondamentalement à tout ce que nous avons voulu construire nous dans le Parti socialiste, qui est un parti large de recrutement. Il utilise le terme précisément en disant moi j'ai pas comme mission ou comme vocation d'avoir une espèce d'élite de la classe ouvrière, de petite minorité qui va faire la révolution pour le compte du plus grand nombre. Je suis un des leaders d'un parti qui veut l'éducation des masses, l'éducation sociale, pour que progressivement la conquête du pouvoir se fasse peut-être de façon révolutionnaire, pas forcément. On est en 1920 et avant 1920, il y a déjà eu quand même pas mal de débats dans ce parti sur la question de l'accession au pouvoir par la démocratie, de l'accession au pouvoir dans les collectivités locales, enfin dans le socialisme communal, le broussisme par exemple, qui consistait à dire allons donc d'abord conquérir légitimement et démocratiquement le pouvoir pour après mettre en œuvre un certain nombre de nos éléments de programme, notamment le socialisme municipal. Donc c'est ça qui leur explique. De ce point de vue-là, il y a quand même une certaine différence dès 1920 entre le courant léniniste et ce que porte la minorité du Parti socialiste qui... Emmanuel Ratier. Oui, mais au total, il y a eu 5 déclarations de principe du Parti socialiste. Oui. Bon, en 1905, il y a le terme de révolution dedans. Il y a le terme de lutte des classes. Le terme de révolution subsiste jusqu'en 1973.
Alors rappelons pour le faire amis auditeurs. La révolution est présente dans toutes les déclarations de principe, sauf celle qui n'est pas encore adoptée par le Parti socialiste. Je ne crois pas que vous la trouverez comme telle dans la déclaration de principe de 1990, puisque je l'ai apportée parce que je me suis douté que, après tout, c'est celle qui est encore en vigueur. Je ne crois pas que vous la trouverez comme cela. Vous trouverez une référence, si j'arrive à la trouver, qui est un peu plus politiquement habile peut-être, mais en tout cas un peu plus fine, qui consiste à dire que le Parti socialiste est un parti réformiste, qui sert les idéaux de la révolution, les idéaux des révolutionnaires. Et là, le terme révolution disparaît. En d'autres termes, dans la déclaration de 1990, on dit pas je suis révolutionnaire. On dit je comprends qu'il y ait des gens qui soient révolutionnaires parce que la société capitaliste telle que je la connais et je le décris dans ma déclaration de principe par ailleurs est une société que je condamne. On peut ne pas la condamner, mais moi socialiste, je la condamne parce qu'elle opprime, parce qu'elle crée des inégalités. Je comprends donc que des gens soient révolutionnaires, qu'ils aient un idéal de transformation, et moi, parti réformiste, je vais servir par le réformisme cet idéal révolutionnaire. Donc vous trouverez pas le fait que le Parti socialiste est un parti révolutionnaire en 90. Et puis... Non, ce que je veux dire, c'est que le terme y était encore. Alors vous allez trop vite, Emmanuel Ratier. Moi, j'aurais voulu quand même. J'imagine qu'il y a des. J'imagine que d'abord. Attendez, juste un mot parce que la révolution, c'est bien joli, mais c'est quand même un concept un peu global. Bon, d'abord, je crois qu'on est, enfin peut-être pas tous ici, mais enfin en tout cas majoritairement le 14 juillet chaque année, on est tous à assumer collectivement, enfin très majoritairement. Il y a beaucoup de royalistes à Radio Courtoisie, je vous préviens. Hein. C'est pour ça que je me suis repris en me disant que peut-être. Moi, j'ai plutôt mon genre de tête de veau. Je parie que Nicolas Tonder est royaliste. Avouez-le, Nicolas. Nicolas, il y a de ça, confession. Mais en revanche, Marie-François, vous êtes royaliste? Puisque vous semblez dire que autocritique. Puisque vous semblez dire qu'il y a ici des voilà, alors c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même la révolution nationale, c'est quand même pas les marxistes qui l'ont inventé. Donc le concept de révolution, c'est un concept un peu fourre-tout. N'allez pas trop vite, Frédéric Scandini. Je voudrais que nous revenions quand même sur cette première période, enfin 1900-1920, ce qui s'est passé. Comment cette problématique s'est élaborée, en particulier le rôle que l'on faisait jouer aux syndicats à l'époque, ou que certains voulaient faire jouer, avec notamment toute cette théorie que l'on trouve chez Georges Sorel des syndicats révolutionnaires. Francis Cousin. Voilà, moi, je souhaiterais, pour que l'on démarre dans une perspective historique réelle, qu'on restaure bien l'arc historique. Alors, l'arc historique, c'est d'abord aujourd'hui, pour comprendre ce projet de résolution. Le socialisme réellement existant aujourd'hui, c'est une articulation stratégique qui en fait l'état-major du capitalisme international. J'ai Pascal Lamy qui dirige l'OMC, j'ai Strauss-Kahn qui dirige le FMI, et à l'échelle internationale, le capitalisme mondial a un état-major qui est profondément socialiste, avec effectivement entre les deux, Strauss-Kahn qui fait synthèse. Vous avez déjà la conclusion là? Non, parce que ce que je veux, c'est l'arc historique. J'ai respecté un plan. J'ai ça qui fait émerger la résolution. La résolution. Mais j'ai Gustave Lefrançais, qui est un communard, qui en 1898 va, avec d'autres fractions révolutionnaires, mettre en marche une critique radicale de la social-démocratie. Et que dit Gustave Lefrançais? Gustave Lefrançais nous dit: les partis socialistes sont le centre actif de la révolution capitaliste mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en 1898, j'ai une première internationale qui est fondée en 1864, autour de Proudhon, de Marx, de Bakounine, et qui a d'une manière claire comme projet l'abolition du salariat et de la marchandise. Et de la propriété privée des moyens de production. Accessoirement, parce que Marx et Bakounine précisent bien que le capital, c'est pas la propriété privée. On a des textes entiers où ils expliquent que la propriété d'État, c'est encore du capital. C'est pour ça que les fractions radicales qui autour de... pas le capitalisme. Non, le capitalisme, c'est pas la propriété privée. Le capitalisme, c'est un mode de valorisation qui structure l'ensemble de l'économie autour de l'avoir, autour de la plus-value et autour de l'extorsion de plus-value. Et c'est d'ailleurs pour ça que les fractions radicales dénonceront le bolchevisme comme un capitalisme d'État, parce que l'étatisation des forces productives en Russie par Lénine, qui se substitue à une bourgeoisie défaillante, met en marche un capitalisme d'État qui sera le plus grand briseur de grève de la planète. Dès 18, on massacre les ouvriers des usines Poutilov. Dès 21, on massacre les marins de Kronstadt. Mais la social-démocratie en 1919, dirigée par Ebert Schenman, va assassiner Rosa Luxembourg et les marins de Hambourg et de Kiel. Mais c'était autre chose. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que dans l'arc historique... Elle vous aurait mis une balle dans la nuque, Rosa Luxembourg, ne pleurez pas sur ses mannes. C'est une autre histoire. Dans l'arc historique
qui va de la première internationale à la révolution bolchevique, les partis sociaux-démocrates qui se sont constitués à l'internationale de 1899, le Congrès de Paris, ont immédiatement expulsé toutes les fractions radicales qui mettaient en perspective la nécessité de l'abolition du salariat, la nécessité de l'abolition de la marchandise. Donc la social-démocratie se fonde sur la préservation absolue du capital. Elle a un discours, le programme maximum, au calendrier grec, dans 10 000 ans, peut-être. De quelle social-démocratie parlez-vous d'ailleurs? La social-démocratie internationale se fonde au Congrès de Paris en 1899. Oui, alors je vous interromps, parce que pour que les auditeurs comprennent bien, jusqu'en 1917 et la révolution bolchevique, la révolution socialiste, communiste, marxiste en Russie, il n'y a pas eu encore le congrès de Tours et la séparation de ceux qu'on a appelés les communistes et les socialistes français. C'est-à-dire que le parti socialiste indivis était en même temps un parti communiste, était en même temps un parti marxiste. Bien. En tout cas, largement influencé par le marxisme. La division ne se fait qu'après, et avec ce débat que Frédéric Scanvic a rappelé, sur les moyens d'aller vers la société sans classe. Donc jusqu'en 1917, le terme de social-démocrate désigne le parti socialiste indivis. Lénine était social-démocrate à l'époque. C'est le parti social-démocrate de Russie. Voilà, Lénine est devenu majoritaire dans le parti social-démocrate de Russie. Donc il faut bien faire attention quand on emploie les termes au sens qu'ils ont à l'époque. Le bolchevisme est une social-démocratie militariste. Donc avant 1917, le terme de social-démocrate s'applique aux marxistes purs et durs, et aussi bien à Lénine qu'à Bernstein, enfin à tout le monde, enfin à tous ceux qui se réclament du marxisme plus ou moins. Hein. Sauf qu'à l'époque, il est important de le préciser, des fractions radicales nombreuses contre la social-démocratie. Bon, ça vous l'avez dit, mais ça, attendez, nous avons compris, Francis Cousin. Donc ça, c'est très lentement, mais vous l'avez raison. Ça, c'est très très important. Alors, à l'époque, oui. Avec quand même juste une petite remarque. Moi, je suis pas ici pour faire le bilan de la social-démocratie dans l'ensemble de l'Europe au début du siècle. Mais enfin, quand vous expliquez que, en gros, les sociaux-démocrates se sont organisés pour expulser du parti ouvrier, entre guillemets, les franges les plus radicales. 93, 94, oui, c'est ça. Et en France, en 1920, c'est exactement le contraire qui se passe, parce que sur la base du diktat de Lénine, c'est la majorité léniniste qui contraint d'une certaine façon la minorité qui était social-démocrate à sortir du parti, ou en tout cas à garder le nom. Mais enfin, Frédéric Scanvic, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comprendre ce qui a vraiment changé, parce que nous avons Léon Blum, vous réclamez de Léon Blum, puisque vous êtes militant socialiste, je le rappelle aux auditeurs. Oui, qu'est-ce qui a changé? C'est de François Mitterrand aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce qui a changé quand même depuis cette époque? Parce que Léon Blum, tout modéré qu'il était, et le Parti socialiste à l'époque de Léon Blum, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, conservait ses références marxistes, conservait la perspective de la société sans classe, et conservait la volonté de fonder son action sur la lutte des classes, et théoriquement, jusque dans les années 60 à ma connaissance, se référait à la dictature du prolétariat. Alors je vais demander à Nicolas Tandler peut-être de faire un comment. Est-ce que vous qui êtes plutôt un spécialiste du communisme que du socialisme au sens moderne du terme, est-ce que vous confirmez ce que je viens de dire ou est-ce que vous l'infirmez? Est-ce que les socialistes qui récusaient le mot de communiste après le congrès de Tours, c'était 1923 le congrès de Tours si je ne m'abuse. Décembre 1920, décembre, juste avant Noël. 1920, est-ce que les socialistes du congrès de Tours, qui sont sortis donc du parti communiste, devenu le Parti socialiste a pris le nom de communiste et les socialistes minoritaires ont créé un parti socialiste à côté, une SFIO. Enfin, ils ont maintenu la SFIO. Voilà, ils ont maintenu la SFIO. Est-ce que, en refusant d'adhérer à l'internationale léniniste, est-ce que ce parti, donc plus modéré, avec Léon Blum à sa tête, a conservé la référence marxiste et notamment donc avec tout ce que cela implique, et notamment la dictature du prolétariat, la terrible dictature du prolétariat. Parce que Frédéric Scanvic nous invoque les mannes de Saint Léon Blum, mais il était encore pour la dictature du prolétariat. Non. Il ne l'a jamais récusé. Il dit exactement le contraire. Excusez-moi, mais dans son discours du Congrès de Tours, que je vous recommande de lire, parce que en dehors d'être un outil politique, c'est quand même très très bien écrit. Et ça mériterait, par rapport à l'émission que vous avez mis avant, d'être lu par d'autres que par les turifères
faire du vieux Léon, mais il expliquait justement le contraire, sans utiliser les mots. Quand il explique que le Parti socialiste est historiquement et doit rester un parti de large recrutement, d'éducation populaire, de formation de ses militants, il est exactement en train de s'inscrire dans l'opposé de la démarche léniniste qui consiste à avoir une élite minoritaire qui arrive à un moment donné pour le bien du plus grand nombre. Avec tout le respect que je vous dois, Frédéric Sorvic, je pense que le débat portait sur l'organisation du Parti socialiste et pas sur ses moyens d'exercer le pouvoir. Il retient la lutte des classes quand même. C'est parfaitement central, l'organisation du parti pour un socialiste. Je peux comprendre que ça soit mineur, et c'est en général le sujet qui vient juste après ou juste avant. Et comme on dit au Parti communiste, quand la ligne est tracée, tout n'est plus question que d'organisation. Enfin, il maintient la lutte des classes jusqu'en 73 à peu près. Oui, mais si vous voulez après ça disparaît. Non, en 1971, c'est pas la lutte des classes, ça s'appelle le front de classe qu'il y a dans la déclaration de François Mitterrand. Ce qui n'est pas une nouvelle déclaration. Non mais attendez, vous pouvez prendre ça. Non, mais je parlais de celle c'est pas de une subtilité 1905 du tout. Dans lutte des classes, il y a lutte. Dans front de classe, il y a front. Et par ailleurs, il y a une référence qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez Blum en 1920, qui est la question de qui on représente. Le Parti socialiste, depuis un bon siècle, prétend, il y arrive plus ou moins bien, ça dépend des moments, prétend représenter un monde beaucoup plus large que la classe ouvrière. Il prétend représenter les salariés, ceux qui vivent de leur travail, face à ceux qui vivent de la rente et du capital. Et il n'est pas idiot, ce parti, il a compris depuis assez longtemps que c'était un ensemble relativement hétérogène, peut-être pas dans ses grandes aspirations, mais en tout cas dans un certain nombre de ses intérêts concrets. Et donc l'organisation, la notion de front de classe qui consiste à dire, il y a peut-être pas qu'une seule classe, la classe ouvrière face au capitalisme, mais il y a un certain nombre de sous-classes ou de classes qui sont les unes à côté des autres et qui ont des intérêts divergents. Et mon travail de socialiste à moi pour arriver au pouvoir et pour changer la société, c'est d'arriver à faire une synthèse la plus harmonieuse possible entre tous ces gens-là. Je trouve pas que ça soit un principe complètement débile. C'est par ailleurs le principe qui animait Jean Jaurès en 1905, parce que quand Jean Jaurès en 1905, il a injonction de Lénine, je crois, enfin en tout cas de l'Internationale, de faire l'union des socialistes français, il est bien embêté, parce qu'entre Jules Guesde et Paul Brousse, il est bien embêté. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit on va avoir un outil d'organisation très important qui existe toujours dans le Parti socialiste, qui s'appelle la représentation proportionnelle et qui va vous permettre non pas d'avoir des petites places dans les instances dirigeantes, mais qu'on puisse avoir un débat avec un équilibre de chacun, avec un poids de chacun, correspondant à ce qu'il représente sur les orientations politiques. Et le front de classe, c'est pas très loin d'être ça. La direction du Parti socialiste, néanmoins, est amenée à trancher. Et on l'a bien vu dans les relations avec le Parti communiste, encore jusqu'à une date très récente, je dirais jusqu'aux dernières élections municipales. On a pu observer des heurts, mais on a pu observer que dans l'ensemble, l'Union socialiste communiste continue à subsister encore en 2008. Et je pourrais citer un nombre impressionnant de municipalités. Mais bien sûr, cher monsieur, bien sûr, et on en est fiers. Je veux dire que je n'ai aucun problème particulier. Et pourquoi il n'y a pas de quoi? Parce que le Parti communiste, c'est le goulag. Mais non, et si je vous disais que l'Église catholique a brûlé des juifs, vous me diriez que je suis un anticlérical forcené. Je vous dirais que vous êtes mal informé. La Sainte Inquisition, ça n'a pas existé. Elle ne s'en prenait pas aux Juifs. Ah bon, elle s'en prenait à qui, révisez votre histoire, aux hérétiques, pas aux Juifs. Ah non, ça je vous garantis. D'accord. Excusez-moi, c'est vous. Alors aux hérétiques, très bien. Les Juifs. Bon, en tout cas aux hérétiques. Alors, savez-vous, cher ami, savez-vous pourquoi faire porter. Savez-vous pourquoi il y a un cimetière juif très célèbre à Carpentras? Parce qu'on n'est pas très loin d'Avignon. Parce que c'était le comte Avenessin et que la papauté protégeait les juifs. Mais si vous voulez me faire dire ici aujourd'hui que je crois moi comme vous que le Parti communiste français d'aujourd'hui est responsable du goulag et de ce qui s'est passé en Union soviétique ou en Chine, je le ferai pas dire. Et je ne le dirai d'autant moins que quand moi je pense au communisme dans ce pays, c'est pas ma ligne de pensée, c'est pas mon courant politique, mais quand je pense au communisme, je pense comme le président de la République, je pense à Guy Môquet, je pense à un certain nombre de gens qui se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense à des gens qui au pouvoir... À partir de 1941... Moi, je ne pas dans la polémique. Si on commence à faire le bilan de qui a fait quoi pendant cette période-là, ça risque d'être l'Allemagne, a demandé à être reconnu, a demandé que l'humanité paraisse, etc. Alors, ils ont tué les résistants qui s'étaient battus dès le début. Pour comprendre le projet de résolution qui fait tomber les masques de toutes les phraséologies faussement révolutionnaires et qui dit clairement que le Parti socialiste est un parti capitaliste, même s'il décore, il faut comprendre ce qu'a été la fonction du Parti socialiste dans l'histoire. Richemont, délégué patronal aux accords de Matignon. Si nous n'avions pas eu Léon Blum et les socialistes, les événements dans les usines auraient dégénéré. Léon Blum, dans ses carnets,
les ouvriers occupaient les usines, mais heureusement, les usines occupaient les ouvriers. Alors, Francis Cousin, si je vous comprends bien, vous trouvez que le Parti socialiste est trop à droite. Non, le Parti socialiste, comme les partis bolcheviques, ont toujours eu une fonction d'encadrer la classe ouvrière pour que la classe ouvrière, lorsqu'elle avait des mouvements qui étaient potentiellement radicaux, soit effectivement cadenassés. 68, rappelez-vous les accords de Grenelle. Séguy, sifflé. Mendès France, sifflé. Mitterrand, Donc, sifflé. les gauchistes avaient raison. Les gauchistes sifflaient, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une analyse radicale et objective du système nous dit il y a la droite du capital, mais il y a la gauche du capital. La gauche du capital. La gauche, depuis un siècle, a fait un travail de rénovation. Elle est le laboratoire de recherche de la droite. Prenons un exemple très simple. 1789. Et après, je viens maintenant. 1789. On abolit la loi Le Chapelier et on vend les biens nationaux. La Restauration, Louis XVIII. Je légitime par la charte. C'est-à-dire que chaque fois que la droite revient, elle stabilise ce que la gauche a déstabilisé. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une feuille de papier entre l'UMP et le PS sur la régularisation des sans-papiers, parce que le travail de la gauche a été de participer à l'émergence d'un capitalisme mûr. Le capitalisme, quand il est aux mains de la bourgeoisie, c'est un capitalisme immature. Le capitalisme mature, c'est un capitalisme qui est dirigé par une classe capitaliste vagabonde, anonyme, qui a liquidé la bourgeoisie des appropriations personnelles. Le capitalisme moderne, nous l'avons aujourd'hui avec des sociétés par action. Vous tenez un discours qui est très intéressant, qui est un discours gauchiste. Pas du tout gauchiste, puisque le gauchiste, Besancenot est le petit télégraphiste du MEDEF. Très bien. Alors, nous allons procéder par ordre. Avant d'en arriver à cette nouvelle déclaration de principe du Parti socialiste, qui a été adoptée récemment par les dirigeants du Parti socialiste et qui sera soumis à un vote à la Convention nationale du 14 juin, je voudrais savoir si Nicolas Tandler et Emmanuel Ratier ont quelque chose à ajouter sur cette rapide perspective historique que nous avons tracée. Très rapidement, j'anticipe peut-être sur la conclusion à partir du personnage de Léon Blum. D'une part, il m'a beaucoup frappé que dans son existence et dans son union, qui est en même temps une lutte, comme disaient les communistes il n'y a pas tellement longtemps, avec le Parti communiste, le Parti socialiste a tenté maintes fois de déborder sur sa gauche le Parti communiste. C'est très frappant, notamment quand on observe tous les malades infantiles, comme disait Lénine, du Parti communiste, ceux qui trouvaient que le Parti communiste n'allait pas assez vite chez les bolcheviks, chez la section française de l'Internationale communiste. À chaque fois, le Parti socialiste leur tend la main, Léon Blum en tête, et ils essaient d'être plus radicaux, les socialistes, que les communistes. Ils tendent la main à tous les extrémistes du Parti communiste. Nicolas Tandler, ça me permet de faire un rappel qui va peut-être un peu déranger notre ami Frédéric Scanvic, mais là nous sommes là pour dire la vérité. Il y a eu au Parti socialiste de Léon Blum une fraction qu'on appelait, je crois, néo-socialiste, qui était dirigée par un certain Marcel Déat. Et ce qu'il faut savoir, chers amis auditeurs, et je vous conseille de lire notamment les ouvrages de Sternel, et notamment un ouvrage du Club de l'Horloge qui s'appelle « Socialisme et fascisme, une même famille, point d'interrogation ». Ce qu'il faut savoir, c'est que le fascisme historique est sorti du socialisme, a commencé d'ailleurs par le parti fasciste de Mussolini, Benito Mussolini, Benito Mussolini, c'était, jusqu'à la création du parti fasciste italien, le directeur de la rédaction de l'Avanti, qui était l'Humanité, enfin l'équivalent du journal L'Humanité. L'organe officiel du Parti socialiste italien. Du Parti socialiste italien, du Parti socialiste communiste, enfin un parti socialiste communiste indivis. Et donc, sous le régime de Vichy, ou dans les collaborationnistes, les principaux mouvements fascistes nationaux-socialistes étaient issus soit du Parti communiste, avec Jacques Doriot, soit du Parti socialiste avec Marcel Déat. Et d'ailleurs, national socialisant. Tout à l'heure, nous parlions du dictionnaire des citations de Jean-Yves Dournon. J'en ai une, je ne sais pas si elle est dans le dictionnaire de Jean-Yves Dournon. J'en ai une très intéressante de Jacques Doriot qui disait « Un déviationniste, c'est celui qui continue tout droit quand la ligne a tourné ». Et un deuxième point concernant Léon Blum, à savoir que il apparaît dans ce qui vient d'être dit comme un personnage modéré, etc.
dans la réalité, avant 1914, il apparaît comme un extrémiste en France, et un extrémiste des plus dangereux. On est déjà en mai 1968. Il a fait un certain nombre d'écrits sociologiques qui apparaissent comme préfigurant ceux qui commencent à être largement réalisés, la destruction de la famille. Alors justement, c'est très important. Je soutiens pour ma part que le socialisme, enfin au sens large, au sens philosophique du terme, et pas le Parti socialiste d'aujourd'hui nécessairement, est dans son essence hostile au moins autant à la famille qu'à la propriété. J'ai d'ailleurs écrit sur le sujet dans des ouvrages du Club de l'Horloge, mais notamment, on peut se référer à l'ouvrage de Léon Blum qui s'appelle Du mariage. Alors évidemment, cet ouvrage prophétique est en grande partie réalisé, c'est-à-dire que la démolition de la famille à laquelle nous avons assisté, voilà. Aujourd'hui, ce que vous appelez la démolition 50%, de la famille. Oui, 50% de naissances hors mariage, la destruction de la cellule traditionnelle, ça on peut dire que ça a été systématiquement opéré par l'idéologie socialiste. Et quand à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, l'organisation du monde du travail fait que, en gros, on travaille entre 70 et 75 heures, que les enfants travaillent, qu'on se retrouve dans une cellule familiale relativement peu de temps et en général pour dormir, et pour reconstituer la force de travail, comme on dit, et que Léon Blum, puisqu'il s'agit bien de lui, à la fois agit sur la durée hebdomadaire du travail, sur l'éducation populaire, sur les congés payés qui sont, on va le dire tous ensemble, en se glorifiant, une merveilleuse occasion pour la cellule familiale de se retrouver au grand air au bord de la plage. Il a détruit la famille au sens où vous l'entendez. C'est partie du programme législatif de 36. Attendez, les faits, camarades. Comme on dit chez moi, les faits, camarades. Ça s'est fait par hasard sous la pression populaire. Est-ce qu'en 1924, le cartel des gauches détruit la famille? Est-ce qu'en 1936, le gouvernement de Léon Blum détruit la famille? Est-ce que le gouvernement socialiste homogène, de 46 qui dure un mois, je suis d'accord, détruit la famille? Est-ce que Paul Ramadier détruit la famille en 47? Parlons des choses concrètes. Henri vient de dire quelque chose d'important sur la destruction des structures traditionnelles. Eh ben c'est fait, il l'a dit. La déstructuration des structures traditionnelles faites par la gauche permet aujourd'hui la marchandisation du monde, c'est-à-dire elle permet aux états-majors capitalistes mondiaux et aux oligarchies financières d'avoir marchandisé la totalité de l'être humain. Alors écoutez, cher ami, vous l'avez dit, nous n'avançons pas parce qu'en fait le vrai débat que on en arrive à la déclaration de principe qui n'est que la déclaration d'acte de cette formalisation. Francis Cousin, je vous en supplie. Donc je voulais surtout que nous parlions d'une question plus limitée qui était de savoir si la nouvelle déclaration de principe du Parti socialiste c'était le Bad Godesberg du Parti socialiste français. Mais je suis obligé de réagir sans tenir mon programme à ce que vient de dire Frédéric Scanvic, qui est, je le rappelle, chers amis auditeurs, militant socialiste et ancien secrétaire général administratif du Parti socialiste. Parce que il reprend, alors je suis peut-être le seul libéral véritable autour de cette table, mais je le revendique. Frédéric Scanvic, qui est un excellent propagandiste du socialisme, reprend ce qu'on appelle la légende noire du capitalisme. Je vais vous dire, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'ouvriers pauvres au XIXe siècle. C'est vrai. Mais vous savez pourquoi il y a eu beaucoup d'ouvriers pauvres? Parce que la population a augmenté et qu'autrefois, les ouvriers pauvres étaient des gens qui n'existaient pas. Je veux dire que c'était ça n'a pas de rapport avec le changement dans les modes de production. Excusez-moi, le développement considérable du capitalisme, l'accroissement de la richesse a permis l'augmentation de la population. Et auparavant, il n'y avait pas d'ouvriers pauvres parce que les gens mouraient de faim. Alors l'ouvrier pauvre qui meurt de faim, ce n'est plus un ouvrier pauvre, c'est un mort ou c'est un non-né et on n'en parle plus. Et donc, dans un premier temps, tant que la population a continué à s'accroître plus vite ou était au bord de la croissance économique ou de la croissance des ressources alimentaires, la population de gens très pauvres n'a cessé d'augmenter. Puis à un moment donné, grâce au capitalisme, que Marx admirait d'ailleurs, et à juste titre sur ce plan, l'économie s'est tellement développée qu'à ce moment-là, le nombre des pauvres, des très pauvres, a pu diminuer. Et que spontanément, le capitalisme a généré en France 2 semaines de congés payés, la semaine de 40 heures, spontanément. Non, ça n'est pas spontané. Mais d'ailleurs, aux États-Unis, qui sont plus riches que la France, il n'y a pas les 2 semaines de congés payés. Et que comme par hasard, ce que vous dites est finalement ce que Malthus théorisait fort bien, c'est-à-dire qu'il y a une évolution naturelle par la faim qui fait que la population se régule. Oui, c'était sa théorie. Mais ce
ce que je relève, après les questions de causalité, on peut y passer du temps. Ce que je relève quand même, c'est que l'évolution d'une société vers des ouvriers pauvres est étroitement liée au développement de la notion d'ouvrier et au passage de l'appropriation que l'artisan qui possède son outil de travail et qui quitte le paysan ou l'artisan qui quitte sa fonction traditionnelle pour rejoindre l'usine, il perd cette maîtrise qu'il avait de son outil de travail et c'est comme ça qu'il devient pauvre. Et ça a quand même été... c'est comme ça qu'il devient vivant, c'est comme ça que la population augmente. C'est une erreur économique totale. Nicolas Tandler. Retour, puisque nous avons affaire ici, parmi nous, à un militant socialiste moderne. moderne. Nous avons découvert que Francis Cousin était nettement plus à gauche que lui. Hein. Oui. Ah mais je suis militant socialiste, j'ai jamais revendiqué d'être très à gauche. Vous êtes largement battu. Disons que le situationnisme a fait une critique radicale de ce qu'était la fraction de gauche du capital, et il vous l'avez dit, Francis Cousin, je m'en supplie. Nous sommes abrutis dans certaines limites. Nous avons affaire à un militant socialiste, je dirais presque officiel, en tout cas qui ne conteste pas le Parti socialiste actuel. Il représente lui-même. Non. Or, je suis désolé de devoir lui faire remarquer qu'il s'exprime comme un parfait marxiste, parce que tout à l'heure j'ai entendu les mots. Pas de polémique vaine. Pas du tout. Reconstitution de la force du travail, c'est dans Karl Marx. Mais attendez. Marx, c'est comme la Révolution. Hein. Il y a quand même, c'est gros. Hein. Puis d'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui l'a lu, à commencer par votre serviteur. Hein. Vous n'avez pas lu? La totalité de Karl Marx, certainement pas. Y compris la totalité du Capital, je l'ai pas lu. J'en suis bon. Je vous signale au passage d'ailleurs que quand Guy Mollet, qui voulait, comme vous disiez tout à l'heure, déborder ou en tout cas effacer 1920, a demandé à Roger Quillot, qui était un socialiste érudit, de travailler un peu le marxisme pour voir comment on allait pouvoir parler avec les communistes. Et Roger Quillot est venu le voir en lui disant: j'ai rencontré Nikita Khrouchtchev qui m'a dit je n'ai jamais lu Marx et je n'ai jamais lu Lénine, ça ne m'empêche pas de faire mon travail très correctement. Bon, donc Marx, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a une vision, une analyse de la réalité du capitalisme. Moi, il n'y a pas grand-chose que j'ai à enlever de cette analyse-là. Cher Frédéric Scanvic, premièrement, vous avez cité Khrouchtchev, c'est une mauvaise référence. Non, c'est une bonne référence. Le travail qu'a fait Khrouchtchev avant d'être secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, il l'a fait notamment en Ukraine. En Ukraine, lisez le livre noir du communisme et vous verrez ce qu'a fait Khrouchtchev. Khrouchtchev est un personnage qui dégoulinait de sang. Cher monsieur dont les mains dégoulinaient de sang. Cher monsieur de Lesquin, je vous ai parlé tout à l'heure de l'Église catholique dans sa longue durée. On peut parler de tous les mouvements, qui... débat sur l'Inquisition. On peut parler de tous les mouvements qui, dans le monde entier, ont du sang sur les mains. Certains ont l'intelligence ou donne la chance à d'autres de ne pas se rattacher à un courant de pensée représenté ici, c'est plus commode. Personne n'est responsable en France, à ma connaissance, du sang que Khrouchtchev avait sur les mains. Alors, si on veut dire ça, on excommunie, on exclut tout le monde, c'est simple, mais je crois que c'est une vue de l'esprit et que c'est un tout petit peu excessif. Et en tout cas, par respect pour ce que je sais être des militants communistes et des responsables communistes, j'ai du mal à l'entendre. Alors écoutez, vous avez du mal à l'entendre. Respect, amitié et fraternité. Non, mais vous pouvez avoir de l'amitié pour les militants communistes, mais moi, je prétends que tous ceux qui se réclament du communisme, ils ne sont pas obligés. Ils pourraient prendre un autre terme. Implicitement, d'une certaine manière, valident les crimes du communisme. Il faut qu'ils lisent tous le livre noir du communisme et qu'ils comprennent ce que ça représente que le communisme. Et je ne peux pas vous laisser dire, j'exprime mon complet désaccord avec le parallèle que vous faites entre le Parti communiste et l'Église catholique. Il y a, on peut dire que le communisme a été une caricature de la religion, une religion séculière, comme disait Jules Monroe, mais de là à dire que l'Église a commis des crimes, l'Église n'a pas commis de crimes, d'ailleurs pour un catholique l'Église est sainte, il y a des catholiques qui ont péché. Pour un communiste, le communisme est saint. Moi, je pense qu'il y a de là où je suis et de là où je... Non, mais il faut poser l'argument d'autorité. Il n'y a pas de goulag dans l'Église catholique, c'est absurde de faire cette comparaison. Pour être plus précis, il faut dire à notre ami socialiste que quand Souvarine a publié son Staline, que ce soit Malraux, que ce soit Blum, tout le monde lui a dit non, il ne faut pas qu'il soit publié. C'est-à-dire que quand Souvarine a clairement montré comment le capitalisme d'État bolchevique massacrait des millions d'individus en Russie, toute la social-démocratie alliée au stalinisme a refusé la publication de l'ouvrage. Bon. Écoutez, on va pas passer des heures à se jeter des trucs à la tête. Moi, je vais vous expliquer si on en est là. Je sais pas exactement quel est votre courant de pensée auquel vous appartenez, mais je peux expliquer à d'autres ici, sans illusion. Voilà, qui se revendiquent j'allais dire d'une branche plus dure et plus droitière, que à la fin du 19e siècle, dans les dîners en ville de la bourgeoisie juive parisienne, celui qui expliquait que Dreyfus était innocent face à plein d'autres gens, c'était Léon Blum. Alors peut-être. Oui, mais au début, ça ne l'intéressait pas du tout. Ça l'a comme
Émile Zola. Oui, alors c'est quand même lui qui a vraiment hors convaincu. sujet. Non, c'est pas totalement hors sujet. sujet. On me dit, On a exploité une erreur judiciaire où, dans un sens politique, c'est une récupération qui est totalement hors sujet pour Non, un mais débat. surtout que Léon Blum s'intéressait pas du tout à l'affaire. Attendez, Alors- Léon Blum s'intéresse tellement peu à l'affaire que c'est lui qui a Au début, réussi à, il s'y intéresse pas du tout. Il attend plusieurs années. Alors, venons-en maintenant à cette nouvelle déclaration des principes du Parti socialiste, parce que ça, c'est important. La question est de savoir si c'est une évolution fondamentale. C'est ce que pense en particulier Michel Rocard, qui dit dans le Figaro de ce matin, dans un dialogue qu'il a avec Édouard Balladur, je vais le lire en entier, sa réponse. On lui pose la question. Le PS vient d'adopter une déclaration de principe dans laquelle il se dit réformiste et plaide pour une économie de marché régulée. Réponse de Michel Rocard. Michel Rocard, chers amis auditeurs, c'était pas n'importe qui, hein. Ancien Premier ministre, ancien premier secrétaire du Parti socialiste. même président du Parti socialiste. Il a même été président du Parti socialiste. Moi, je ne me rappelle plus qu'il y avait eu un président. Bon, Si, c'était la courte période après le Conseil national. bon c'est l'ancien secrétaire général administratif qui parle, donc il est très précis sur les membre termes. de la trilatérale. Bon, écoutez, donc, je vous en prie, non, ne revenez pas à vos obsessions. Bon, C'est une réalité. Michel Rocard répond. Moi aussi, je suis social-démocrate. Enfin, il dit je m'en réjouis, moi aussi. Je suis social-démocrate et j'appartiens à un courant politique mondial. Nous sommes victimes du vol de notre nom. On appelle trop souvent socialistes des conceptions communistes qui nous ravissent notre identité. Ça n'est pas sans rapport avec ce que nous venons de dire. Hein. Je rappelle que l'Internationale socialiste a condamné l'autoritarisme dès 1920 et que l'Internationale social-démocrate, reconstruite en 1945, a fait le choix d'une économie de marché que le PS français, le Parti socialiste français, a eu plus de mal que d'autres à accepter. Eh oui, quand même. La vraie acceptation de l'économie de marché par le PS date de la semaine dernière. J'espère qu'elle sera votée. Je ne peux pas sous-estimer l'importance de cette réécriture de notre identité. Le Parti socialiste français a longtemps subi la fascination du PCF qui nous a dominés si longtemps. Avec la déclaration de principe du PS, pour la première fois depuis 102 ans, nous reconnaissons que nous sommes réformistes. Le mot de révolution n'apparaît plus. Tout n'est pas réglé, mais il est clair que ce texte est une forme de condamnation de l'ultra-gauche du parti. Alors, Nicolas Tandler, rappelons que ce qu'était Bad Godesberg pour le Parti social-démocrate allemand. Eh bien, c'était le 15 novembre 1959, pour être précis. Le Parti social-démocrate allemand a fait sa révolution, excusez-moi d'utiliser le terme interne, et il a dit ceci. Et si je rapproche ça du préambule de la nouvelle déclaration du PS, je remarque surtout immédiatement une énorme différence. La social-démocratie qui, en Europe, trouve ses racines dans l'éthique chrétienne, dans l'humanisme et dans la philosophie classique, ne prétend pas proclamer des vérités dernières, etc. Chercher l'éthique chrétienne dans le préambule de la déclaration du Parti socialiste, il y a déjà une énorme différence. Et il y a des déclarations très claires sur la libre concurrence. La libre concurrence et la libre initiative de l'entrepreneur sont des éléments importants de la politique économique social-démocrate. Entre économie régulée et cette déclaration dont je viens de lire une faible partie, il y a un fossé. Il y a un fossé. Le Parti social-démocrate l'avait fait parce qu'il s'était séparé des éléments communistes en son sein. Il n'avait pas d'alliance électorale avec le Parti communiste. Il faudra 49 ans entre le 15 novembre 59 et aujourd'hui 2008 pour que le Parti socialiste français arrive à une version très édulcorée de Bad Godesberg. Alors voilà, donc les socialistes peuvent-ils changer, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie? C'est donc la grande question que nous posons avec Francis Cousin, docteur en philosophie, gérant du cabinet de philo-analyse Francis Cousin, Emmanuel Ratier, journaliste, directeur de Faits et Documents, et nous allons dire un mot à la fin, Emmanuel, de votre nouvelle émission qui commencera mercredi prochain à 18h. Frédéric Scanvic, militant socialiste, ancien secrétaire général administratif du Parti socialiste, et Nicolas Tandler, journaliste, ancien responsable de la revue Est-Ouest et de l'Institut d'Histoire sociale. Emmanuel Ratier, alors donc quel est votre jugement? Est-ce que vous partagez l'opinion de Michel Rocard ou bien celle de Manuel Valls, autre hiérarque socialiste comme on dit, selon laquelle, à l'inverse, cette déclaration ne fait qu'entériner ce qui était déjà le cas, ce qui était déjà fait? Je crois que c'est vraiment une déclaration en pure langue de bois qui, effectivement, entérine la pratique socialiste depuis 1983. Entre les deux, il y a eu 1990 avec la chute du mur de Berlin et le recul ou la disparition du communisme en Europe. Mais les électeurs socialistes de 1981
qui pouvaient avoir de grands espoirs, notamment la classe ouvrière, ne peuvent plus se retrouver dans une déclaration ultra-réformiste qui, effectivement, comme le disait tout à l'heure Francis Cousin, aujourd'hui, il y a, au niveau économique, je ne parle pas au niveau social et culturel, mais sur le plan économique, il y a très peu, on peut considérer qu'il y a très très peu de différence entre le programme de l'UMP actuel et le programme du Parti socialiste. Mais c'est-à-dire qu'ils avaient toujours, c'est l'idéologie. Vous savez, personne... il fallait parler de la lutte des classes quand on faisait du marxisme, quand il y avait quelqu'un qui était sur la place rouge, enfin, de faire un discours le 1er mai. Bon, au Parti socialiste, on avait toujours un certain nombre de termes qu'il fallait rapporter. Bon, chez les francs-maçons, il faut toujours défendre la libre pensée, etc. Bon, ben, le Parti socialiste utilisait ces termes. Aujourd'hui, il les abandonne. Mais quel rapport entre un Parti socialiste qui, en 1981, participe grandement aux nationalisations et qui aujourd'hui accepte l'économie de marché? Qu'est-ce que c'est qu'un parti socialiste aujourd'hui par rapport à avant, où par exemple le Parti socialiste était opposé à l'Europe, était opposé à l'euro, était pour la défense des travailleurs français, alors qu'aujourd'hui c'est la mondialisation absolue du capital, comme le disait Francis Cousin, le transfert des salariés à l'étranger, le démantèlement de l'industrie française, etc. Ils ont rallié le capitalisme international. Deux et ils risquent questions. Maintenant d'être débordés sur leur gauche. Je pense, comme on dit dans le parti, qu'on n'est pas loin du confusionnisme. Frédéric, permettez-moi de formuler deux questions. Premièrement, est-ce que vous pensez que cette nouvelle déclaration est importante ou est-ce qu'elle ne fait qu'entériner ce qui était déjà acquis? Et est-ce que vous pensez qu'avec cette nouvelle déclaration, il y a une véritable différence entre ce que veut le Parti socialiste et ce que veut l'UMP de Nicolas Sarkozy? Alors, d'abord, je pense que cette déclaration, ce projet de déclaration de principe, il est extrêmement important, parce qu'il a fait l'objet d'un travail concerté assez approfondi, d'actualisation d'un certain nombre de concepts. On pourrait y passer du temps, mais le problème, c'est qu'on ne s'intéresse en général qu'à deux, qui sont d'une part la révolution, d'autre part le marxisme. Sur ces deux questions-là, en tout cas l'économie de marché. Sur ces deux questions-là, moi, je recommanderais aux camarades Rocard de relire les textes. Il est assez pratique, et donc, une fois de plus, moi, j'ai apporté celle de 90. Très franchement, le mot révolution, une fois de plus, je l'ai dit tout à l'heure, il est posé comme il y a des gens qui ont un idéal révolutionnaire, moi je suis réformiste et je leur apporte une réponse, j'espère qu'elle sera satisfaisante. Et en ce qui concerne l'économie, le Parti socialiste est donc favorable à une société d'économie mixte qui, sans méconnaître les règles du marché, fournisse à la puissance publique et aux acteurs sociaux les moyens de réaliser des objectifs conformes à l'intérêt général. Frédéric Stranvik, j'ai sous les yeux une citation de la déclaration de 1990. Oui. Que je tire du Monde. Parti de rassemblement, le PS met le réformisme au service des espérances révolutionnaires. C'est ce que je viens de vous dire. Donc c'est important. Mais c'est ce que je viens de... Mais attendez, je viens d'essayer de vous l'expliquer 2 fois, je crois. 2 fois. Je vous ai expliqué que je ne suis pas révolutionnaire. Vous avez raison, monsieur, j'ai oublié. Non, mais je Emmanuel Ratier. Vous avez raison. Vous avez raison de dire qu'il y a une forme de mystique révolutionnaire et que ça renvoie à suffisamment de choses dans l'histoire et à suffisamment de beaux mouvements pour qu'on n'en soit pas éloigné. 1848, 1871, 1789, c'est pas des choses qu'on considère comme étant anodines pour ce qui nous concerne, nous, socialistes. Bon. Mais quand on dit la phrase que vous avez citée, que j'ai citée déjà 2 fois, donc je l'ai pas tronquée, hein, on dit pas je suis révolutionnaire. Donc ça c'est le premier point. Écoutez, vous jouez sur les mots. Non, les espérances révolutionnaires. Non mais si vous permettez. Alors, deuxième, si vous me permettez, parce que quand même j'ai entendu plusieurs choses qui me semblent mériter que je dise quand même deux, trois petits points. La rédaction de 90, comme cette rédaction-là, la rédaction de 90, la notion d'économie sociale de marché, c'est-à-dire le fait qu'on respecte le fait qu'il y a une organisation capitaliste, mais qui a besoin de régulation, qui a besoin d'une très forte garantie sociale. Moi, je dis que c'est peut-être un peu différent de l'UMP. Alors, si on rentre dans cet intéressant débat, il va nous falloir une bonne heure. Il va falloir une bonne heure. Mais quelques dizaines de minutes maximum. Mais... Alors, je sais pas. Je veux dire, on peut parler du paquet fiscal si vous voulez. Le paquet fiscal, c'est l'acte majeur de la politique économique du gouvernement Sarkozy. Moi, je peux en parler si vous voulez, mais sinon, soit on en parle. Notre sujet, c'est la nouvelle déclaration de principe. Alors, j'aimerais mieux ne pas entendre, si j'ai pas la possibilité de le dire, qu'il n'y a pas de différence entre la politique économique que préconise le Parti socialiste et celle que a mis en œuvre l'UMP. Parce que sur le paquet fiscal, 16 milliards de francs, ce qui est quand même pas rien, on a à peu près que des désaccords et des propositions alternatives qui sont à l'opposé de celles qui sont utilisées en œuvre. Là, c'est une déclaration de principe, c'est pas la politique politicienne. Si vous me parlez, moi je connais pas la déclaration de principe de l'UMP, je ne suis même pas certain qu'il en est. De toute façon, je ne sais pas exactement quelles sont les étapes précédentes. Ce que je peux vous dire, Frédéric Stranvik, vous qui êtes socialiste, c'est que l'UMP, certains dirigeants de l'UMP ont dit
on reprochait à la nouvelle déclaration de principe du Parti socialiste, qui, je le rappelle, chers amis auditeurs, n'est pas encore définitivement adoptée, mais enfin qui est quasiment adoptée, on peut le dire, d'être du verbiage, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont rien objecté. Et je dois dire que quand on le lit, c'est effectivement... c'est assez consensuel, hein. Ça relève de ce que de l'idéologie dominante. En quoi le Parti socialiste maintenant se distingue-t-il de l'idéologie dominante? Alors, quel que soit le genre de critique qu'on applique à cette idéologie, moi je la trouve trop socialiste, enfin trop interventionniste, trop antilibérale. Et notre ami Francis Cousin la trouve trop libérale, cette idéologie dominante. Mais moi je répondrai à cette question point par point sur qu'est-ce que c'est cette idéologie dominante. Voilà. Si on me dit c'est par exemple ça, je vous dirai si je suis idéologie dominante, elle aboutit à ce que le PS soit social-libéral. Non. Dans la réalité. Ça, c'est une formule. Et dans la réalité intéressante. Et dans la réalité d'aujourd'hui, la classe ouvrière française a été balayée par la mondialisation. Le sujet historique, c'est l'immigration. Parlons de Et on substitue de manière systématique pour le MEDEF, pour casser les coûts, pour avoir une main-d'œuvre malléable, une main-d'œuvre immigrée. Et ce qui différencie l'UMP et le PS, c'est la quantité d'immigrés à régulariser, c'est pas les immigrés à régulariser. Il y en a qui veulent en régulariser. Alors je dirais, attendez Francis Cousin, là je vais mettre un peu de l'huile sur le feu parce que je trouve que dans cette déclaration du Parti socialiste, en fait, à certains égards, c'est l'aile droite de l'UMP qui s'exprime parce que vous condamnez, chers amis socialistes, enfin si vous souscrivez à cette déclaration, le communautarisme. Or, c'est en fait exactement ce que M. Nicolas Sarkozy veut organiser avec ce qu'il appelle la discrimination positive. C'est-à-dire le refus d'appliquer des droits égaux aux citoyens. Et alors, je comprends pas, nous refusons ce principe communautaire. Justement, le PS le refuse en disant alors que l'UMP l'accepte. Il fait la même chose, mais en le disant d'une autre manière. Ça me semble une ligne de clivage, non? Oui, mais je dirais à fond renversé, d'une certaine manière. Et pourquoi donc? Parce que je trouve que la politique que propose l'UMP est plus anti-nationale que celle que vous proposez de ce point de vue-là. Attendez, je raisonne pas en termes d'antinational ou de national. Je raisonne Moi, je raisonne comme ça. Je raisonne par rapport à la nation, au bien commun de la nation. Et pas par rapport aux espérances révolutionnaires. Et moi, je pense aussi qu'une grande partie de la doctrine socialiste sert mieux les intérêts de la nation que d'autres doctrines. Donc, j'ai pas été nombreux. Et si vous trouvez que ce que nous défendons sert mieux la nation, tant mieux. Ce qu'il faut alors non, c'est pas mon ennemi, la nation française. Alors, je vais faire quelques citations de cette déclaration, et puis ensuite nous donnons la parole à Marie-Françoise, c'est-à-dire aux auditeurs. Alors, d'abord, ce que l'on lit dans ces déclarations de principe, dans le préambule, c'est, par exemple, le Parti socialiste plonge ses racines dans la tradition de l'humanisme et dans la philosophie des Lumières. Il fait sienne les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité proclamées par la Révolution française. C'est, je crois, le seul endroit où le mot révolution paraît. Ou un mot de la famille de révolution comme révolutionnaire paraît. Ensuite, on ne parle plus de révolution ni d'espérance révolutionnaire. Bon. Dans la déclaration de 90, vous n'en aviez qu'un, et vous l'avez cité d'ailleurs. Ben oui, mais c'était terrible. Les espérances révolutionnaires, c'est tout. Ça emporte tout le reste. Alors, ensuite, une phrase un petit peu ambitieuse, pour ne pas dire un peu ridicule. Vous êtes en train de vous moquer par votre façon de le présenter. Vous vous moquez à la fois de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, du préambule de 46 et des articles 1, 2, 3 et 4 de la Constitution française qui sont rédigés dans un style, on dit pas la même chose, mais qui sont rédigés dans un style aussi effectivement un petit peu messianique. Pompeux. Un peu pompeux, c'est vrai. Mais c'est vrai pour le préambule de la déclaration de 1789, ce n'est pas vrai. Rejoint l'UDR de 1950. Ce n'est pas vrai pour les articles. Alors, le socialisme démocratique veut être une explication du monde, une pédagogie de l'action, un avenir pour l'humanité. Bon, ça, on peut dire que c'est une déclaration de principe, mais ça ne va pas plus loin. Sa nature est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Bon, très bien. D'inventer le futur. C'est une citation de Jean Jaurès, je sais bien. Fournie par Ségolène Royal. Alors, d'inventer le futur, là. Je crois que vraiment, cette citation-là, alors, monsieur Scorvic. La citation est de Jean Jaurès, mais je crois que les deux auteurs, les deux animateurs principaux de cette opération, Henri Weber et Alain Bergogneau, ont une conscience historique du socialisme suffisamment forte, je crois, pour n'avoir besoin de rien d'autre. Monsieur Scorvic. De personne d'autre pour trouver cette phrase. Il y a un point de clivage qui me paraît très important, c'est le terme inventer le futur. Parce que ça, c'est ce que Hayek appelle le constructivisme. Et ça reste quand même, sinon de la révolution, du moins quelque chose qui ressemble. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas les traditions. Enfin, quand je dis vous, cette déclaration n'accepte pas. Si, je vous en ai parlé plusieurs fois, des traditions révolutionnaires, des lanternes de mineurs, et vous me le reprochez assez. Cette idée. Vous choisissez vos traditions. C'est ça votre problème. Cette idée qu'il faut inventer le futur. C'est l'idée que l'on va créer l'homme nouveau, que l'on va inventer une nouvelle société. Ça reste quand même
le vice profond du socialisme dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Enfin bon, je fais de la polémique. Vous en parliez Pour moi, c'est le fondement même de la politique. Alors là, justement, j'espère que c'est une conception qui est suffisamment répandue, parce que le fondement même de la politique, ça n'est quand même pas d'aller voir des électeurs ou des Français en leur disant, écoutez, je vais vous parler de nos traditions et puis surtout, on va essayer de les conserver. C'est d'essayer de décrire ce qui va se passer et comment ça peut se passer. Et c'est à la fois la mission du politique et c'est aussi son outil d'action, parce que Hayek, qui est le maître à penser de beaucoup de libéraux, vous dit que c'est justement ça l'erreur de principe des socialistes de tous les partis, c'était son expression dans la route de la servitude, c'est que ils se croient investis d'un pouvoir sur le réel qui est totalement usurpé et qui dépasse ce total. Et d'ailleurs, il vous échappera pas que je suis pas, que Hayek est ce qu'il est, mais que je suis ce que je suis. Je voudrais montrer la différence pour les auditeurs. Si inventer le réel, ça c'est un terme socialiste. Si je peux intervenir 30 secondes dans la partie de l'émission tout à l'heure. C'est le l'heure. futur, c'est pas le réel. Inventer le futur, excusez-moi, inventer le futur. Justement, tout à l'heure, il y avait, je crois, un auditeur qui disait qu'on n'employait plus le mot avenir et qu'on n'employait plus que le mot futur. C'est la faute des socialistes. C'est de la langue de bois. Bon, alors, ne polémiquons pas. Chère Marie-Françoise, allez-y, Alors, un auditeur, Monsieur Delesquin, le socialisme, ce n'est pas la dictature du prolétariat. Celle-ci est un moyen transitoire vers l'abolition des classes dans une société qui fonctionnerait à chacun selon ses besoins. Concernant le combat contre la famille, il faut lire L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État de Friedrich Engels. Un auditeur adhérent qui a étudié le marxisme et l'histoire du marxisme. C'est un grand classique. Avant Léon Blum, effectivement, il y avait Engels sur le communisme des femmes. Une auditrice. Et sur la situation de la classe ouvrière en Grande-Bretagne par rapport à notre conversation de tout à l'heure. Une auditrice. Les socialistes sont toujours les mêmes. En 1936, réduction du temps de travail, vacances, etc., pendant que les Allemands travaillaient 70 heures. À notre époque, réduction du temps de travail, etc., pendant que les autres nations travaillent normalement. Un auditeur. Merci à Monsieur Delesquin pour ses combats contradictoires. Pour la famille, il faut lire Marxisme et révolution sexuelle d'Alexandre Calentou. Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai, c'était la phase utopique délirante, ou peut-être situationniste, cher ami, de la révolution bolchevique. Alexandra Kollontai, oui. Pardon. Une auditrice. On mélange la religion avec la politique. C'est pénible. Un auditeur. Débat contradictoire passionnant. Merci à Monsieur Scanvic d'être venu. Il a du courage. Oh, pourquoi du courage? Non, ça je proteste. Ah, si, il a raison cet auditeur. Merci beaucoup. Vous ne vous êtes pas fait agresser, écoutez. Si. Oh, ça s'appelle le débat démocratique. Une auditrice. Les catholiques ont présenté en 1910 un projet de loi sur les congés payés. Projet qui a été repoussé par la gauche. Il a fallu attendre 1936 ensuite. C'est bien connu, il est bien. Alors ça, c'est un débat qui nous ferait revenir. C'est un débat qui nous ferait revenir peut-être en arrière, mais qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, les marxistes refusaient les réformes sociales en pensant que ça retardait la révolution. Mais nous sommes plus là, c'est sûr que. C'est exactement ce que Léon Blum dit d'ailleurs à la majorité. Enfin, lutte ouvrière, on est toujours là. Bon, est-ce que vous voulez répondre à certaines de ces questions? Vous les commentez? Sur la nouvelle déclaration de principe, je remarque une chose. J'ai relu 3 fois de suite un crayon à la main cette nouvelle déclaration pour chercher l'adjectif français, l'adjectif national. Je ne l'ai trouvé nulle part. C'est une déclaration mondialiste de la première. Nicolas Tandler, ce que vous dites est très important. Ce qui est intéressant dans ce nouvelle déclaration, c'est peut-être pas simplement ce qui y est, que ce qui n'y est pas. Que ce qui n'y est pas. Le mot souveraineté n'apparaît pas. Également. Le mot souveraineté n'apparaît pas. Le mot identité n'apparaît pas. Et la nation est définie comme un contrat. Et d'autre part, la tradition à laquelle vous faites allusion est hémiplégique. Il n'y a aucune référence aux racines chrétiennes de la France. Oui, mais oui, excusez-moi de battre ma coulpe. Ah, mon Dieu, on a oublié. Excusez-moi. Vous n'avez pas oublié, vous avez fait exprès. Je vais appeler Weber et Vergogneau tout de suite en sortant pour leur dire, les gars, vous avez oublié de mettre les racines chrétiennes. Bon, enfin, soyons sérieux. Je veux dire, le Parti socialiste a une histoire vis-à-vis de la religion dominante de ce pays qui n'est plus tellement dominante, hélas. Je sais pas ce qu'elle est. En tout cas, c'est parfaitement clair dans la déclaration de 90 et c'est à nouveau parfaitement clair dans cette déclaration. J'ai pas l'article sous les yeux. La laïcité est un des principes fondamentaux que nous considérons comme étant un principe central dans notre organisation commune. Et de ce point de vue, il n'y a pas de racine chrétienne pour nous. Alors, est-ce que l'anticléricalisme fait partie du socle de la pensée socialiste? Vous ne trouverez jamais de référence à ce concept, à cette notion d'anticléricalisme. Maintenant, vous dire qu'un certain nombre de mes camarades ne voient pas forcément toujours la présence de l'Église d'un bon œil, c'est une évidence. Oui, mais enfin, il y a quand même eu beaucoup de
toute une partie bien sûr, oui, il y a des du Parti socialistes, socialiste qui est venu de mouvements Bien sûr, nouveaux, comme bien sûr. Vie Nouvelle, etc. Et qui n'ont jamais pesé en aucune espèce de façon. Je donnerais juste pour- l'exemple du maire du 9e, Jacques Bravo, par exemple. Vous avez, Mais il y en a énormément vous avez, d'autres. Il y a dans des l'ouest de la protestants, France, vous avez etc. tout ce qu'il faut pour ça, mais Mais est-ce aucun que vous d'entre pensez eux, pas que c'est un aucun manque d'entre eux ne s'est jamais exprimé d'une façon ou d'une autre pour peser d'une quelconque façon pour que dans les textes fondateurs du Parti socialiste, on vienne consacrer ces Non, mais racines, on peut quelles parler, qu'elles soient. ce qu'il voulait, on peut parler de la laïcité. Nous sommes L'UMP un en parti- parle. nous sommes un Mais parti comment laïque. ça se fait que vous parliez jamais des racines chrétiennes? Mais parce que C'est nous quand cons- même curieux, mais parce que qu'elles nous l'avons, existent. nous l'avons, Il y a eu 2000 ans au moins de Attendez. christianisme en Europe. D'accord, mais il n'y a pas et en que ça. Il France. n'y a pas que ça. On s'en est expliqué assez longuement. Je me souviens d'une époque où nous avions ce débat dans la Constitution, enfin dans le projet de constitution entre guillemets de traité constitutionnel pour l'Europe avec la racine chrétienne. On a pris des positions extrêmement claires là-dessus. On considère que l'Europe et la France sont des racines qui vont bien au-delà que les racines chrétiennes de la France. Mais ils vont où avant? Ou au-delà. Bah, avant Les les racines chrétiens- païennes. il y a des racines païennes et il y a aussi toute une série. Oui, mais vous auriez pu en parler dans ce cas-là. Alors vous avez des druides au Parti socialiste. Attendez. Non, je parle pas des druides, de la civilisation polythéiste, attendez. on pourrait en parler. Il y a dans cette société, en dehors des considérations religieuses, il y a des milliers de racines, on en cite un certain nombre qui sont des racines politiques, il n'y a pas que des racines religieuses. Oui, mais c'est un De ce point de vecteur vue- structurant, quand Non, même, nous sommes même aujourd'hui. Mais non. Alors Non, on aurait pu Francis le mettre Cousin, non. pour Alors, dire... attendez, je voudrais quand même, pour être honnête, dire qu'il y a, à mon avis, une différence entre les principes de l'UMP, même la partie la plus centriste de l'UMP, et le Parti socialiste. Et je trouve qu'on la trouve à l'article 13. L'article 13 de la déclaration est intéressant parce que là, ça reste vraiment teinté de marxisme, teinté d'esprit révolutionnaire, persistant, et j'allais dire indécrottable, mais ça serait un terme péjoratif. Disons indéracinable, pour employer un terme. Article 13. Le Parti socialiste est un parti réformiste. Alors on va dire, alléluia, c'est un parti réformiste, il n'est plus révolutionnaire. Mais attendez! Il porte un projet de transformation sociale radicale. Moi, ça me fait frémir. Mais vous n'avez pas le droit de transformer la société. Qui vous a... Mais non. Si, vous savez, à partir du... Mais non, vous n'avez pas le droit. nous nous inscrivons depuis... Il sait que celle-ci ne se décrète pas, la transformation sociale radicale, Oui. qu'elle résulte d'une volonté collective forte Voilà, assumée c'est dans ça. le temps. C'est On n'est ça. pas loin de la dictature du prolétariat. Non, il y a Prenons en compte il y a un outil pour ça. Je peux pas vous laisser dire qu'on n'est pas dans la dictature du prolétariat. Il y a un outil pour ça qui s'appelle le régime démocratique et des élections périodiques. C'est par ce biais-là que la transformation, si une majorité d'électeurs le souhaitent, peut aboutir. Donc le projet politique du Parti socialiste, c'est d'aller vers cette transformation sociale radicale, Cher Monsieur Scanvic, en la soumettant régulièrement chaque fois qu'on lui en donne l'occasion au n'oubliez pas peuple que la vraie français. démocratie, c'est le référendum, et que dans tous les pays où il y a le référendum, Je ne suis pas sûr. ce référendum fait obstacle à cette transformation radicale que vous appelez de vos voeux. Je suis pas très sûr que la vraie démocratie soit le référendum, dans la mesure où il manque quelque chose au référendum, c'est le pouvoir d'amendement. On rejette ou on accepte. Donc c'est un outil démocratique. Ça n'est certainement pas la panacée de J'ai la donné le démocratie. mauvais exemple, j'ai lu l'article 13 en Oui, je faisant des voudrais reprendre commentaires. votre article Je vais le lire 13. entièrement, l'article 13, et ensuite vous ferez des commentaires. Le Parti socialiste est un parti réformiste. Il porte un projet de transformation sociale radicale. Il sait que celle-ci ne se décrète pas, qu'elle résulte d'une volonté collective forte, assumée dans le temps, prenant en compte l'idéal, les réalités et l'histoire. Le Parti socialiste veut contribuer à changer la vie, Ça, c'est avec pas la société et par la société, par la loi et le contrat. Il ne considère jamais les rapports de force d'un moment comme figés ou indépassables. Il entend lutter contre tous les déterminismes sociaux, source d'injustice et d'inégalité. Ça reste quand même, là je termine la lecture, fin de citation, je trouve que ça reste quand même, ça fleure bon le marxisme, ça, non, Emmanuel Ratier? Mais moi, juste sur ce point, moi je trouve que je pense qu'on sera tous d'accord, la société française a évolué d'une manière extrêmement radicale durant ces 40 dernières années, beaucoup plus que pendant les 2000 ans historiques, si on veut, ou les 1500 ans historiques. Là, vous exagérez, Non, Emmanuel Ratier. quand on parle de transformation radicale, elle a eu lieu. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est sous ce terme transformation sociale radicale, qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas du tout certain. cher Attendez, monsieur, en matière sociale, c'est absolument incroyable l'évolution sociale qui a eu lieu depuis 40 ans. Il y a eu des évolutions sociales extrêmement importantes, évidemment. J'en ai rappelé quelques-unes tout à l'heure. Elles ne viennent pas d'ailleurs de n'importe où et elles n'ont pas été initiées par n'importe qui, ce qui au passage relativise Non, mais l'absence ils ont de été différence. initiés aussi bien par la droite que par la Quand gauche. même. La loi sur l'avortement a été adoptée grâce à Simone Veil avec les voix Voilà, socialistes laissez de répondre l'époque. Frédéric J'étais Scanvic, et sur le- ensuite Francis Cousin interviendra. J'étais sur le terrain économique et social, mais Je vous parle plutôt des questions sociales. Emmanuel Ratier. parce Est-ce que vous parlez- sur les questions Frédéric économiques, Scanvic. et sociales, moi je veux bien entendre que tout a été fait et que nous vivons dans un monde merveilleux. Je sais aussi aujourd'hui que le monde du travail est un monde qui laisse des exclus de côté. Je sais que nous avons aussi des nouveaux métiers dans lesquels
Je crois qu'on n'est pas très loin parfois de trouver une espèce de prolétariat déclassé. Je pense en particulier, par exemple, aux conditions parfaitement scandaleuses qu'on fait aux agents qui travaillent dans des centres d'appel, par exemple, où on l'a vu avec les caissières de supermarché il n'y a pas très longtemps, que ça déplace une partie de la problématique sociale. J'en suis bien d'accord avec vous. Mais dire que tout est fait, on en est fort loin. Et ça n'est pas ce que nous voyons depuis un an en matière de politique économique et sociale qui va me faire changer d'avis. Puisque depuis un an, nous assistons à effectivement une politique économique qui consiste à privilégier systématiquement une catégorie de la population. Je voudrais dire que là nous nous éloignons de la nouvelle déclaration de principe et que Monsieur Scanvic, non, parce que la déclaration de principe, c'est fait un commentaire de la politique actuelle et que pour ma part j'ai une vision entièrement différente. Je pense que la politique qui est suivie par Monsieur Nicolas Sarkozy depuis un an n'est pas libérale, elle comporte quelques petites réformettes qui sont parfois libérales et qui parfois ne le sont pas, parce que j'ai lu quelque part que M. Sarkozy avait créé 20 impôts depuis un an, ce qui n'est pas exactement... 20 impôts, vous vous rendez compte, 20 taxes nouvelles, ce qui n'est pas exactement... Vous l'avez lu dans les Échos même, c'est dire... Je ne sais plus où je l'ai lu. J'ai lu dans les Échos. 20 impôts, vous vous rendez compte, voilà une politique libérale, 20 impôts de plus, il n'en a supprimé aucun. Donc, appeler ça une politique libérale, c'est que vraiment, vous ne savez pas exactement ce qu'on entend par libéralisme. D'abord, je n'ai pas dit politique libérale, et puis je tiens à vous préciser quand même, Monsieur Delesquin, qu'il en a clairement supprimé un avec le bouclier fiscal, qui s'appelle l'impôt solidarité sur la fortune. Il ne l'a pas supprimé. Mais attendez, avec tout le respect c'est de la désinformation. Ça arrive au même. Mais pas du tout. Alors, l'impôt sur la fortune n'est pas supprimé, il a simplement ramené de 60 à 50% le bouclier fiscal. Là, vous faites de la polémique politicienne, vous éloignez du sujet qui est de savoir si vraiment le PS a viré sa cutie. Je n'ai pas dit que la politique menée par Nicolas Sarkozy était libérale, je ne sais pas la qualifier, je sais en tout cas que de mon point de vue et du point de vue de mon parti, elle porte un certain nombre de coups à des avancées que nous considérons comme positives, et je comprends qu'on les considère comme négatives. Alors, comme leur tour, je vous soumets deux propositions, chers amis, et vous réagirez. Première proposition, cette déclaration de principe du Parti socialiste, qu'elle soit du Parti socialiste, qu'elle soit entièrement nouvelle ou qu'elle ne fasse qu'entériner le passé, a quand même le mérite de montrer que maintenant le Parti socialiste n'est plus révolutionnaire, qu'il est simplement social-démocrate au sens moderne du terme, qu'il veut simplement utiliser l'État pour agir sur la société un peu comme en Scandinavie, et qu'il a renoncé à ses vieilles orientations archéo-marxistes. Bien. Je pense que cette évolution à la Bad Godesberg, pour prendre la référence allemande, ou à la Blair, je crois que c'est très positif si l'on pense qu'il faut favoriser, il faut espérer que l'économie française sera réformée. Maintenant, le deuxième aspect des choses, c'est que pour tout ce qui n'est pas l'économie stricto sensu, c'est-à-dire pour l'immigration, la famille, etc., j'ai le sentiment, et là je vais peut-être rejoindre notre ami situationniste Francis Cousin, qu'il y a convergence, que le MEDEF, d'ailleurs le MEDEF avait recruté Weber autrefois, non mais si, Weber est passé par le MEDEF. Il a écrit la seule histoire officielle du patronat. Weber est passé par le MEDEF. Non, l'ex-trotskiste. Il y a une convergence, je dirais même pas entre le MEDEF et le PS, mais entre le MEDEF et l'extrême gauche lorsqu'il s'agit de l'immigration. Lorsque vous voyez ces patrons voyous, qui sont, il est vrai, plutôt des patrons de l'hôtellerie, etc., qui exigent du gouvernement que les immigrés illégaux, dits sans papier, qu'ils ont embauchés en toute illégalité, et qui sont en fait, d'après le droit, la loi actuelle, des délinquants passibles théoriquement d'un an de prison soient tous massivement régularisés, je trouve cela absolument scandaleux. Et voilà, alors là, je vous rejoins, cher Francis Cousin. Vous trouvez normal que des gens se lèvent le matin, ils travaillent? Cher monsieur, je ne trouve pas normal que la loi républicaine soit violée. La loi républicaine vous dit que quand vous n'êtes pas français, vous devez obtenir une autorisation d'être en France. Et la loi républicaine, je peux même vous citer, j'ai déjà fait plusieurs fois cette antenne, la loi républicaine qui était la loi du temps du gouvernement de gauche, de la majorité de gauche, vous dit que quelqu'un qui vient illégalement en France ou qui séjourne illégalement en France est passible d'1 an de prison. Donc en bon français, et vous êtes juriste, ça s'appelle un délinquant. Un immigré illégal est un délinquant. Sur le plan strictement juridique, vous ne pouvez pas récuser cette analyse. Et il y a des délinquants qu'il faut aider. Juste. Il faut les aider en les raccompagnant chez eux. Non, il faut les aider en les régularisant parce qu'ils travaillent. Attendez, le travail n'ouvre pas tous les droits. Une courte réponse sur l'article 13 de cette résolution et une petite remarque à mon camarade socialiste. L'armée de réserve du capital existe, ce sont les immigrés. Le MEDEF
et la classe capitaliste mondiale font venir des populations du Sud qui sont malléables, qui n'ont pas de conscience sociale, qui n'ont pas de conscience critique, et qui se substituent à un prolétariat européen qui avait une conscience critique. Le MEDEF vise des investissements généralisés sur l'immigration. Il a le PS avec lui et il a la Ligue capitaliste révolutionnaire de Monsieur Besancenot. Sur l'article 13. Je livre à vos réflexions une réflexion d'un auditeur. Je pense que je vais simplement la lire. Je vous propose peut-être de l'ignorer, non pas parce qu'elle soit pas intéressante, parce qu'elle est trop intéressante et qu'elle nous conduirait trop loin, nous n'avons pas le temps. Cet auditeur nous dit ceci. Le socialisme n'a pas voulu tout simplement détruire la famille. Il s'est attaqué à la fonction paternelle parce qu'elle est un contre-pouvoir, comme d'ailleurs à tous les contre-pouvoirs. Il a donc voulu conserver et favoriser la fonction matricielle de la famille, mais d'une famille soumise par l'école, contrairement à ce que voulait le MLF. La femme n'a pas hérité de la fonction paternelle. Platon s'était déjà heurté à cette difficulté en voulant abolir la famille tout en respectant la procréativité. Voilà. Bon, je juste mon dernier mot sur l'article 13. L'article 13, Jacques Attali en a parlé dernièrement dans une interview très intéressante à un journal américain. Il a dit effectivement, nous visons une transformation radicale. Nous visons une transformation radicale. C'est le gouvernement mondial. Et je rajoute, c'est bien évidemment le gouvernement mondial de la marchandise qui détruit les nations parce que les nations sont un pôle de résistance ouvrière au capitalisme. La nation est un pôle de résistance au capitalisme. Le capitalisme détruit la nation et substitue aux travailleurs français des travailleurs immigrés. C'est ça qu'il y a dans l'article 13. Francis Cousin, la déclaration. Non. La déclaration des socialistes conserve la référence à la nation. Attendez, moi j'ai un mot à dire. Attali, nous, c'est ce que vous venez de dire. Donc je ne connais pas le degré d'intérêt des auditeurs de Radio Courtoisie pour le socialisme et ceux qui appartiennent à ce moment, mais socialisme, Attali, nous, ça a l'air de laisser penser qu'il s'exprime au nom du Parti socialiste. Je crois que il en est assez loin. Il l'a démontré d'une façon parfaitement éclatante avec le rapport qu'il a rendu public au nom du gouvernement et qui a été condamné et critiqué très largement par le Parti socialiste. Donc quand Jacques Attali parle, excusez-moi, vous allez me sortir Kouchner dans 5 minutes. Non, mais je sais plus où je serai, quoi. Sans doute Jacques Attali est en avance parce qu'il a toujours été en avance dans ses livres. Comme pour l'euthanasie, comme pour tout. C'était le conseiller spécial de François Mitterrand. Il a toujours été en avance dans ses livres parce qu'ayant une approche mondiale de la culture et des idées, il synthétise dans ses ouvrages. Et de même, parce que j'ai pas eu l'occasion d'y réagir tout à l'heure, je voudrais redire par rapport à votre propos initial que aller chercher Francis Lamy, non, Bruno Lamy. Non, Francis Lamy et Dominique Strauss-Kahn. Non, c'est Francis, c'est une revue juridique, excusez-moi. Lamy, voilà. C'est Bruno Lamy. Non, c'est pas Bruno. Non, c'est Lamy. Je crois. Et si c'est Bruno. Non. Enfin bref, c'est pas Bruno, mais Lamy et Strauss-Kahn pour simplifier. Pascal Lamy. Allez chercher ces deux personnalités qui sont indiscutablement des socialistes et qui, dans le cadre de leur carrière administrative ou dans le cadre d'une carrière professionnelle, se trouvent être à la tête de deux institutions internationales pour dire qu'il y a un complot entre le Parti socialiste, enfin en tout cas une espèce de manœuvre entre le Parti socialiste et le capitalisme libéral, c'est à peu près du niveau de me sortir d'Oriot. Voilà, c'est... DA, pardon, excusez-moi, DA. Mais attendez, je ne comprends pas. En quoi est-ce que c'est de bas niveau de sortir DA? DA était un grand chef du Parti socialiste dans les années 30. En quoi est-ce de la veine polémique de sortir? C'est parfaitement justifié. Non, à partir du moment où il a mené l'action qu'il a menée, il n'en était plus membre. Alors écoutez, moi ce qui me paraît intéressant, alors là, chers amis auditeurs, nous avons parlé du Parti socialiste, nous nous sommes demandé si les socialistes pouvaient changer. À propos de la nouvelle déclaration de principe du Parti socialiste, nous avions, et nous avons toujours, parmi nous, des gens plutôt classés à droite, comme Emmanuel Ratti et Nicolas Tandler, hein, mais quelqu'un que je ne sais pas où classer... ni de droite ni de gauche. Ni de droite ni de gauche, qui est Francis Cousin, et puis un militant socialiste qui s'appelle Frédéric Scanvic. Alors je rappelle aux auditeurs qui le savent qu'il est assez rare que nous recevions des socialistes, mais je pense que sur le sujet que nous avions à traiter, c'était important. Oui. Et je voudrais vous dire que Radio Courtoisie, qui est une radio de toutes les droites et de tous les talents, donc évidemment était ouverte à Frédéric Scanvic au titre de tous les talents, mais que ce qui a frappé certainement l'auditeur, c'est un critère de distinction entre l'homme de droite et l'homme de gauche. L'homme de droite s'intéresse au fond de ce qu'on dit, et l'homme de gauche s'intéresse d'abord à l'endroit d'où vous le dites. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous dites, mais l'endroit d'où vous le dites. Est-ce que vous êtes socialiste ou pas? Est-ce que vous avez votre carte du PS ou pas? C'est d'où vous le dites et ça me paraît une différence fondamentale. Nous, ce qui nous importe, c'est l'objet, le contenu de ce que nous disons. Je trouve ça un peu réducteur, mais peut-être que c'est l'impression que j'ai donnée. Ça ne concerne que moi. Si non, vous plutôt moins qu'un autre.
Alors nous allons maintenant avec... Mais c'est important quand même de savoir d'où quelqu'un parle. Comme mais c'est une obsession chez les gens de gauche. Et voilà. Donc c'est pas une obsession, c'est les leçons de l'histoire. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que ce que vous dites, et non pas d'où vous le dites. Bien qu'en l'occurrence, il soit intéressant que votre expérience du Parti socialiste vous permette de mieux en parler que d'autres. On peut faire les deux. On peut à la fois s'intéresser à d'où parle quelqu'un et ce qu'il dit après, mais on éclaire peut-être un peu plus facilement ce qu'il dit quand on sait d'où il vient.